Bonsoir, bonjour. La session de ce soir de la procédure modèle du grand jury est consacrée aux finances et à l'économie. La question est pourquoi ? Bien sûr, le corona est une diversion, une tactique de diversion. Et à l'aide du corona, les gens sont amenés à paniquer, de sorte qu'ils se concentrent uniquement sur le corona et ne sont pas en mesure de voir autre chose. Et qu'est-ce que cette autre chose ? L'autre côté, la clique de Davos, ou le désir mégalomane de Monsieur Global de prendre le contrôle total de l'humanité. L'un des moyens de prendre le contrôle total de la population sont les mesures, en particulier, bien sûr, les soi-disant vaccinations, que nous avons examinées la nuit dernière. Pourquoi cela est déployé maintenant ? Nous savons qu'il ne s'agit pas de santé. Pourquoi toute cette peur du corona est-elle déployée maintenant ? Eh bien, cela semble avoir un rapport avec le système financier, qui est sur le point de s'effondrer, après que l'autre camp l'ait pillé et saccagé pendant des décennies, voire plus. Le système financier semble être le dollar américain et l'euro. Les deux sont sur le point de s'effondrer. Et c'est parce que les personnes responsables du corona ont été responsables du pillage et de la spoliation et ont donc amené le système financier au bord de l'effondrement. Outre l'introduction du passeport numérique, qui est l'un des principaux moyens d'exercer un contrôle total sur le peuple, il y a la question de la monnaie numérique. C'est pourquoi, même ceux d'entre nous qui n'ont jamais été intéressés par la finance et l'économie devraient maintenant y prêter attention. Après tout, il s'agit de fonds de pension complètement ruinés et de systèmes de santé si coûteux que seuls les riches peuvent se les offrir. C'est pourquoi il est justifié d'examiner de plus près les finances et les ravages causés par ceux qui ont maintenant besoin du corona pour détourner notre attention. Nous commencerons ce soir avec l'audition de Patrick Wood qui nous expliquera les bases, la toile de fond géopolitique ou historique de ce à quoi nous avons affaire. Patrick ? Ok, oui, je suis là. Merci. On a tous les moyens techniques ici. Je vais partager mon écran avec vous, si ça vous va. Bien sûr. Et avec un peu de chance, allez, ça va marcher du premier coup. C'est parti. Très bien. J'espère que tout le monde peut voir cela très bien. J'ai beaucoup de choses à dire dans ma présentation. Pour commencer aujourd'hui, et d'abord je suis très heureux de présenter cette information avec tant de collègues formidables. Vous m'avez tous donné de nouveaux devoirs de lecture, car vos ouvrages collectifs seront les prochains sur ma liste, j'en suis certain. Donc je suis Patrick Wood, je suis l'éditeur et le producteur de Technocracy.news, un site web dédié à l'analyse critique des affaires économiques en relation avec la technocratie. Et je veux commencer par poser une question. Le capitalisme en général, sur la scène mondiale, est-il sous le feu des critiques ? Est-il destiné à mourir ? Eh bien, voici une déclaration d'un membre éminent du Forum économique mondial. Il s'agit du président-directeur général de Salesforce, Marc Benioff, et il a déclaré le 24 janvier, à la réunion de Davos, « Le capitalisme tel que nous l'avons connu est mort ». C'est une déclaration audacieuse. Cette déclaration a été suivie lors de la même réunion par une présentation d'Angela Merkel, et elle a dit que le capitalisme est le pire de tous les systèmes économiques possibles. Vous pouvez voir la prédisposition qui existe au sein du Forum économique mondial, qui est très étroitement lié aux Nations Unies, soit dit en passant, et à tous les sujets entourant le développement durable. Nous allons passer donc en revue certains d'entre eux et je vais vous l'expliquer.
C'est un peu difficile à comprendre car, comme vous le supposez, il y a beaucoup d'informations. Mais je veux juste dire que ça prête vraiment à un questionnement, car ce n'est que 4 jours plus tard, le 30 janvier 2020, que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Et c'est à ce moment-là que la pandémie a vraiment commencé à se propager. Et bien sûr, ce n'est que quelques semaines plus tard que l'état de pandémie a été déclaré. Le processus s'est déroulé en plusieurs étapes pour arriver à ce point de déclaration totale. Mais c'est ici que tout a commencé. Il semblerait que les gens du Forum économique mondial se soient réjouis de cette crise, de cette urgence, car si le capitalisme n'était pas tout à fait mort à ce moment-là, il était sur le point de l'être. Le reste de l'acte meurtrier était sur le point d'avoir lieu. Je veux vous replonger dans l'histoire. En 1974, pour employer une phrase que Klaus Schwab aime utiliser, nous devons réimaginer notre monde. Eh bien, la mondialisation a été réimaginée en 1974. Je pense que beaucoup de gens l'ont oublié, mais l'un des membres fondateurs originaux, et de plus un des membres très importants de la commission trilatérale, le professeur Richard Gardner, a écrit un article paru dans Foreign Affairs, intitulé « The Hard Road, the World Order ». Et dans cet article, il écrit, en résumé, que la société de l'ordre mondial devra être construite de bas en haut plutôt que de haut en bas. Cela ressemblera à une grande confusion. Nous pourrions dire « Amen » à cela aujourd'hui. Mais une action visant la fin de la souveraineté nationale, en l'usant morceau par morceau, gagnera en efficacité beaucoup plus que l'attaque frontale à l'ancienne. Je tiens à dire que je ne vais pas entrer dans les détails. Vous devez lire certains de mes livres et d'autres, peu importe, pour comprendre ce qu'étaient ces assauts frontaux qui ont eu lieu avant 1970, par exemple. Eh bien, ils n'ont pas fonctionné. Peu importe ce qu'ils étaient. Nous pourrions en parler, mais je ne vais pas prendre le temps maintenant. Ces assauts frontaux à l'ancienne ont été mis en veilleuse pendant un certain temps pour exécuter une stratégie et une politique de contournement de la souveraineté nationale. Et ce n'était pas seulement pour l'Amérique, c'était pour toutes les nations du monde. Ce plan est en cours depuis l'époque où celui-ci a été écrit. C'est un changement majeur parce qu'ils aiment l'approche de l'attaque frontale. Et ils ont juste réalisé que ça ne menait nulle part. Nous sommes revenus à cette vieille époque où l'attaque frontale est préférée à l'attaque sur le long terme. Et nous le constatons maintenant, partout où nous regardons. Je veux donc parler de la genèse de la mondialisation moderne, juste une minute, même si cela semble un peu redondant ou ennuyeux. Vous le comprendrez au fur et à mesure. Et je n'ai que 20 minutes maintenant, donc je vais m'y mettre. 1970. Zbigniew Brzezinski, ce brillant politologue de l'Université de Columbia, brillant, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il est brillant, il a publié un livre intitulé « Entre deux âges, le rôle de l'Amérique dans l'ère technotronique ». Je ne vais pas utiliser le mot technotronique ici, mais plutôt le mot technocratique. Mais c'est ce livre qui a ouvert la voie à la mondialisation moderne. En 1873, la commission trilatérale a été fondée par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski pour créer ce qu'ils appelaient à l'époque un nouvel ordre économique international. C'est ce que l'on trouve dans toute leur littérature. Ce ne sont pas mes mots. Et en 1974, moins d'un an, en fait seulement 6 mois après la fondation de la commission trilatérale, les Nations Unies adoptent la résolution générale 3201. Vous pouvez la consulter si vous voulez, appeler la Déclaration sur l'établissement d'un nouvel ordre économique international. Exactement la même phrase. Nous savons historiquement que la famille Rockefeller et les Nations Unies ont eu une relation très intime. Et il n'était pas surprenant
que les Nations Unies soient l'outil choisi pour fournir la propagation de cette doctrine à travers le monde à toutes les autres nations de la planète. Ainsi, en 1978, en passant par la Chine, la doctrine a été introduite sur la scène économique mondiale par Zbigniew Brzezinski, qui à l'époque était conseiller à la sécurité nationale du président James Earl Carter. Carter et son vice-président Walter Mondale étaient membres de la même commission, leur cabinet, tous les membres du cabinet Carter, sauf un, étaient membres de la commission trilatérale. Ils les ont tous intégrés dans notre structure gouvernementale à cette époque. Mais c'est Zbigniew Brzezinski qui a ramené le président Deng sur la scène mondiale au nom de la Chine. Puis nous sommes passés à la phase de maturation de la mondialisation moderne. En 1987, la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, membre de la commission trilatérale, a publié un livre intitulé « Notre avenir commun », qui faisait partie du résultat final de la commission Brundtland, parrainée par les Nations Unies. Et c'est elle qui, depuis lors, a été saluée pour la création de la doctrine du développement durable qui a été poussée en fait depuis ce moment-là dans le monde entier par les Nations Unies. Ainsi, en 1992, lorsque les Nations Unies se sont réunies à Rio de Janeiro, à l'occasion du premier sommet de la Terre, la doctrine du développement durable a été adoptée sous le nom d'Agenda 21. C'est comme ça qu'ils l'ont nommée. Et vous voyez ces différents synonymes apparaître. Le développement durable équivaut à l'agenda 21 et il y a d'autres expressions également. En l'an 2000, les Nations Unies se sont réunies à New York pour créer ce qu'elles ont appelé les 8 objectifs pour le millénaire, les objectifs de développement durable. Autrement dit, comment mettre en œuvre le développement durable. On leur a donné un mandat de 15 ans et naturellement, en 2015, une autre réunion s'est tenue à Addis Abeba pour créer l'agenda 2030 qui régirait les 30 prochaines années, ce qui nous amène à l'année 2030 depuis 2015. Ils ont créé 17 points d'objectifs de développement durable. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ces objectifs, ils sont facilement accessibles sur Internet et vous pouvez les consulter. La personne suivante à apparaître sur la scène de cette même année 2015 est une femme du nom de Cristina Figueres, qui dirigeait à l'époque l'accord de Paris sur le changement climatique et qui a fait grand bruit à ce moment-là. C'est elle qui a piloté l'ensemble du processus. Elle était très dynamique. Je dois dire qu'elle était une organisatrice hors pair. Elle a réuni les nations du monde entier pour créer l'accord mondial de Paris sur le climat. À l'époque, son titre était celui de secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et je ne sais pas comment on mettrait ça sur une carte de visite, mais c'était un sacré titre. Elle a donné une conférence de presse en 2015 et écoutez ce qu'elle a dit, et voici la menace de tuer le capitalisme. C'est important pour établir le motif. Et aussi des choses comme des menaces. Elle a écrit, elle a dit, c'était une conférence de presse verbale. Elle a été transcrite. Elle a donné une conférence de presse en 2015. Et écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit « C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous nous donnons pour tâche de changer intentionnellement, dans une période de temps définie, le modèle de développement économique qui perdure depuis au moins 150 ans, depuis la révolution industrielle. » Voilà, ce sont donc des mots très pertinents. Il n'y a pas 1000 façons de les interpréter. Ils avaient une intention, ils avaient un motif, et ils ont bien dit ce qu'il en était. Ils n'ont pas, bien sûr, donné le calendrier, mais ils avaient aussi un calendrier. Je ne suis pas avocat au pénal, mais si je l'étais, je me méfierais fortement de toute cette déclaration, selon laquelle ils viennent de stipuler qu'il y a une intention criminelle de tuer. Ils ont un mobile, ils y prêtent attention, ils ont un calendrier. La prochaine question est, ont-ils la capacité de le faire? Bien sûr, nous le savons maintenant, complètement. Ils ont la capacité de le faire, et ils le font en ce moment même. Donc, le document de l'agenda 2030 qui a été produit à cette époque, le paragraphe 28, je l'ai juste mentionné en passant, parce que cela confirme ce qu'elle disait.
Il dit « Nous nous engageons à porter des changements fondamentaux dans la façon dont notre société produit et consomme les biens et les services. » C'était un changement radical du système économique. Personne ne le comprenait vraiment à l'époque. Mais le développement durable était au cœur de tout cela. Et vous vous souviendrez en y repensant que pour toutes les urgences que nous avons eues, par exemple le réchauffement de la planète et le réchauffement climatique, l'alarmisme, etc., ils n'ont proposé qu'une seule solution possible pour l'ensemble, quel qu'il soit, l'ensemble du monde, et c'est le développement durable. Il n'y a jamais de plan B. Et c'est toujours comme ça. Nous avons ce gros problème, nous avons le réchauffement climatique, nous avons une pandémie, donc ce dont nous avons besoin, c'est du développement durable. Cela devrait nous indiquer que quelque chose ne va pas dans ce tableau, parce que les hommes et les femmes intelligents discutent toujours des choses jusqu'à ce qu'il y ait une option A, B et C au moins, et peut-être plus, et qu'elle puisse ensuite être débattue. Je voudrais juste vous expliquer une seconde ce qu'est le développement durable pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe ici. La théorie en général, je résume des milliers de pages de documents produits par les Nations Unies, mais l'affirmation est que les sources non renouvelables doivent être épuisées parce qu'après tout, elles vont s'épuiser de toute façon. Nous pourrions donc tout aussi bien les laisser s'épuiser plus tôt, tandis que les ressources renouvelables, nouvellement découvertes, doivent être gérées et allouées à la société. Il s'agit donc d'un énorme changement dans la façon de penser le système économique et vous verrez quelques distinctions dans les colonnes de gauche et de droite de mon tableau. Tout d'abord, la colonne du développement durable, dont je vous parle dans mes livres, est en fait une technocratie réactualisée du 19e siècle au 20e siècle. Le développement durable et ou la technocratie, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre de ces termes de manière interchangeable. Cela propose une gestion scientifique de ressources et de la consommation, alors que le capitalisme et l'économie de marché libre demandent une économie de marché libre basée sur les prix et déterminée par l'offre et la demande. C'est ainsi que le monde a fonctionné tout au long de son histoire. Il n'y a jamais rien eu d'autre. Il y a eu des variations, mais c'est toujours la même chose. Deuxièmement, FinTech. FinTech, meilleure technologie financière contractée, est un système financier sous-jacent que les Nations Unies ont déclaré être le système financier pour le développement durable. Cela inclut le blockchain, les monnaies numériques, la surveillance totale et un tas d'autres choses également. Le capitalisme, d'autre part, est une monnaie de base qui dépend du capital basé sur la monnaie. Et c'est le système financier sous-jacent que nous avons aujourd'hui et que nous avons depuis des siècles. Dans le cadre du développement durable, il n'y a aucune propriété privée prévue. Les ressources doivent être détenues, c'est-à-dire que toutes les ressources du monde doivent être détenues dans une fiducie commune globale pour l'utilisation du monde par les entreprises qui seraient choisies pour produire des biens et des services à livrer aux consommateurs. D'autre part, le capitalisme prévoit la propriété et l'utilisation de la propriété privée, qui est un droit fondamental dans un système capitaliste, de posséder des biens. Eh bien, en fait, la capacité de posséder des biens a été discutée par de nombreux économistes à travers les âges. C'est le facteur le plus important du développement économique dans le monde entier. Enfin, dans le cadre du développement durable, la vie privée n'est pas autorisée, bien sûr. La vie privée dans l'économie de marché libre capitaliste est un droit fondamental et est en fait nécessaire au bon fonctionnement du capitalisme. Il y a un certain nombre de raisons à cela et je ne vais pas les détailler maintenant, mais je veux juste que vous ayez une idée de certaines des différences entre le capitalisme et l'économie de marché et ce qu'est le développement durable. Ceci étant dit, je veux juste préciser que le développement durable, qui, selon moi, est une technocratie qui remonte aux années 30, est à 100% incompatible avec l'économie de marché et le capitalisme. Quand je dis incompatible, je veux dire que c'est comme la matière et l'antimatière, comme l'huile et l'eau.
Ils ne se mélangent pas, ils ne se mélangeront jamais parce qu'ils sont étrangers l'un à l'autre. C'est comme si quelqu'un de Mars venait sur Terre et voulait y vivre et vice-versa. C'est ce qui arrive quand ils entrent en collision et l'espace économique, la gangrène économique s'installe. Il y a tellement d'exemples de cela. Et encore une fois, pour gagner du temps, je ne vais pas m'y attarder. Vous pouvez les trouver assez facilement par vous-même. Par exemple, le Green New Deal. Grande chose dans le monde que nous avons en Amérique. Le Green New Deal, chaque fois que cela frappe les concepts traditionnels du capitalisme ou l'économie de marché libre, rapidement de la gangrène s'installe et les choses commencent à pourrir. Malheureusement, pour ces usurpateurs de ce nouveau système, le capitalisme ne peut pas mourir de mort naturelle. Ils aimeraient qu'il meure de mort naturelle. C'était le cas en 1932, lorsque la technocratie a été conçue à l'origine. La Grande Dépression est une période horrible, et le groupe de scientifiques qu'il a créé à l'Université de Columbia était certain que le capitalisme était mort, et que seul pouvait venir à la rescousse et concevoir un tout nouveau système économique à partir de zéro. Ce système serait de toute façon exploité scientifiquement, parce que le capitalisme ne pouvait tout simplement pas mourir d'une mort naturelle. Alors nous avons le résultat suivant. Des signes comme celui-ci ont commencé à apparaître dans le monde entier. Tuer le capitalisme avant qu'il ne tue la planète. C'est un coup de propagande magistral. Cela ne s'est pas arrêté à Marc Benioff, au Forum économique mondial, mais cela s'est propagé à toute la communauté alarmiste ou autre dans le monde. Et vous avez commencé à entendre « Nous devons assurément tuer le capitalisme, il doit mourir d'une mort prématurée ». Alors, quelles sont les façons de tuer le capitalisme, de le détruire, ainsi que l'économie de marché ? J'ai énuméré 9 choses. Je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 de plus, mais vous reconnaîtrez qu'il s'agit là des axes essentiels au fonctionnement de tout système économique dans le monde. Et j'espère en même temps que vous verrez que tous ces domaines, chacun d'entre eux, ont été corrompus dans une certaine mesure, certains plus que d'autres peut-être, mais voici le premier. Retirer l'énergie du système économique, toute activité économique nécessite un apport d'énergie. C'est une évidence. Je veux dire que c'est tellement intuitif qu'il n'est même pas nécessaire de le dire. Sans essence, votre voiture ne roule pas. Sans énergie, l'économie ne marche pas. Donc, si vous retirez de l'énergie, comme par exemple, hey, éliminons le charbon, éliminons le pétrole, éliminons le gaz naturel, éliminons tout le reste sauf les moulins à vent et les panneaux solaires et tout ce que vous voulez pour alimenter le monde en énergie. Vous constatez qu'il retire de l'énergie du système. Voici la suivante. Retirer les ressources, créer des pénuries de produits et de matériaux. Dieu sait que nous vivons cela en ce moment même. Nous avons d'énormes pénuries à venir, parce qu'il y a de vraies pénuries, j'ajouterai. Ce sont des pénuries fabriquées ou inventées qui sont accusées d'être à l'origine des difficultés économiques. Mais elles sont retirées et, par exemple, le prix du bois est plus élevé que jamais, en l'absence d'une saison de construction au printemps, du moins dans le Nord. Y a-t-il moins d'arbres dans la forêt en Amérique du Nord ou au Canada ? Non, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de bois, mais ils nous disent qu'il y a une pénurie. En voici une autre, corrompre la chaîne d'approvisionnement. Les marchandises et les produits doivent être transportés. Même si c'est juste, sur une base locale ou internationale, peu importe, il doit y avoir du transport. C'est la chaîne internationale, peu importe. C'est la chaîne d'approvisionnement qui est un concept vieux comme le monde, mais il a été modifié en fonction de la mondialisation moderne, de sorte que la chaîne d'approvisionnement est maintenant une affaire très complexe et délicate. Et si, bien sûr, même si elle est réduite en ce moment, cela ne signifie pas qu'elle va mourir et être réduite à jamais. Pour l'instant, cependant, la chaîne d'approvisionnement est totalement perturbée et il n'y a absolument aucun doute. Ensuite, retrait de la main-d'œuvre. Toute activité économique nécessite des apports de main-d'œuvre. Alors qu'avons-nous eu au cours des 2 dernières années ici ? Nous avons eu un retrait massif de personnes de la masse salariale. Nous avons eu une baisse massive de la productivité des personnes qui sont restées dans la masse salariale et beaucoup de gens
se cachent encore chez eux, effrayés à mort de sortir et de retourner au travail dans certains cas, et parce qu'ils reçoivent actuellement beaucoup trop d'argent du gouvernement. Le suivant est le retrait de la finance et du capital. Toute activité économique nécessite des flux d'argent. Vous avez donc vu les politiques du Forum économique mondial et les politiques des Nations Unies qui parlent de l'investissement environnemental et son concept d'ESG, selon lesquels si votre entreprise n'investit pas dans les domaines dans lesquels ils vous disent qu'elle devrait investir, alors vous allez être mis sur la liste noire, où vous ne pourrez pas obtenir des prêts de la banque. En d'autres termes, vous devrez adopter leurs conditions avant qu'ils vous donnent un centime. Nous avons vu cela se répandre ces 2 dernières années également. La suivante est la limitation de la consommation. Bien sûr, c'est encore une fois une sorte d'oxymore de dire que la production économique doit être consommée, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour acheter des biens et les services qui sont produits. La consommation est-elle donc limitée aujourd'hui? Oui, elle l'est. Et vous dites pourquoi? Parce que la classe moyenne, du moins dans notre pays, et je pense que le reste du monde peut en témoigner, la classe moyenne a été tellement décimée que sa consommation a été fortement réduite. J'ai lu un article l'autre jour, en Amérique je crois, qu'il disait que 67% des Américains vivent d'un revenu précaire et qu'ils n'ont même pas assez d'argent en cas d'urgence. Le prochain point est un peu indirect, mais il s'agit de limiter l'innovation. À tout moment, l'innovation est limitée. Les produits ne sont pas créés. Et en d'autres termes, une économie saine nécessite une innovation continue des produits et des services. Et notre innovation est limitée dans le monde d'aujourd'hui, absolument et formellement. J'ai parlé à des personnes dans la région du sud-ouest des États-Unis qui ont une nouvelle idée pour la production d'énergie. C'est une idée géniale. Je pense que c'est probablement une idée très unique. Je ne dirai pas sur quoi elle est basée, mais ils sont enthousiastes. Ils rassemblent des investisseurs en ce moment même pour investir dans ce projet et voir s'ils peuvent créer une société énergétique qui produira de l'énergie d'une manière différente de celle qui est produite actuellement. Ces gens ont peur pour leur vie, car ils savent que les cartels vont s'en prendre à eux. Les cartels de l'énergie vont s'en prendre à eux et les faire taire. Le pire pour le monde entier, c'est que s'il y avait de l'énergie gratuite ou très bon marché dans le monde, bien sûr, ce qui stimulerait l'activité économique, ils feraient faillite. Donc ils ne peuvent tout simplement pas laisser cela se réaliser. Ensuite, il faut créer un cataclysme, effrayer les gens et les empêcher de produire, de dépenser ou de consommer. Une tempête est parfaite. Je me souviens d'un énorme tremblement de terre dans la région de la baie en Californie en 1989, je crois, début 1990. C'était si grave que les ponts se sont effondrés. Le Bay Bridge s'est effondré. C'était une chose horrible. Beaucoup de bâtiments se sont effondrés, etc. Je peux vous garantir que j'y habitais à l'époque. Aucune activité commerciale n'a eu lieu pendant 6 mois dans cette zone. Rien. Les gens ne voulaient pas acheter. Ils ne voulaient pas vendre. Ils ne voulaient pas sortir. Ils ne voulaient pas répondre au téléphone. Les imprimeurs n'imprimaient pas. Les vendeurs ne vendaient pas. Les événements cataclysmiques sont célèbres pour effrayer les gens jusqu'à un état de choc catatonique, où ils ne peuvent même pas et ne veulent pas avancer sur quoi que ce soit. La dernière chose qui est, encore une fois, un peu indirecte, mais je sais que les personnes à l'esprit économiste le comprendront certainement, c'est de créer un système de mauvais investissement et de désinvestissement, c'est-à-dire de pousser les gens à investir dans les mauvaises choses qui ne sont pas, vous savez, essentielles au maintien du système actuel. Donc, investir dans les domaines contre-productifs maintenant, surtout parce que les Nations Unies, le Forum économique mondial, investissent dans les moulins à vent. Au lieu de, vous savez, Et nous avons d'autres problèmes dans le monde en ce moment. En plus de, vous savez, juste s'inquiéter de la façon d'obtenir un parc d'éoliennes hors de l'océan, à propos duquel les écologistes flippent maintenant parce qu'il a commencé à tuer tous les poissons là-bas aussi. Et les oiseaux si ces choses sont sur la terre. Donc le mauvais investissement, le désinvestissement à ce stade prive l'économie traditionnelle de son flux naturel de capital. Ce sont donc des moyens de détruire le capitalisme. Je veux juste dire qu'à mon avis, que chacun d'entre eux a été mis sur la table et a été attaqué délibérément. Je ne vais pas soutenir cette affirmation maintenant, mais vous pouvez y réfléchir. Juste une pensée à mettre dans votre esprit.
Passons maintenant à Klaus Schwab, le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial. Vous avez tous entendu cette phrase. La pandémie représente une occasion rare mais unique pour réfléchir, réimaginer, réinitialiser notre monde. Nous l'avons entendu des millions de fois dans les médias. Je suis presque certain que la plupart des gens la lisent et font « Ah, je n'aime pas ça ». Mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas ce qu'il dit et ils ne comprennent pas vraiment pourquoi ils n'aiment pas ça. Je suis content qu'au moins ils aient réalisé qu'ils n'aimaient pas ça. Et bien sûr, une autre phrase qui est sortie du Forum économique mondial juste pour 2030, qui est « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Personne n'a posé de questions à ce sujet non plus, mais moi, oui. Donc, si quelque chose existe dans le temps et l'espace, que ce soit une voiture ou autre produit ou une machine ou autre, si quelque chose existe dans le temps et l'espace, quelqu'un doit le posséder. Quand il dit « vous ne posséderez rien et serez heureux », eh bien, quelqu'un doit posséder toutes ces choses. La question est de savoir qui. Et bien sûr, il parle de paiement à la prestation. Vous savez, si vous voulez quelque chose, vous pouvez le louer, peu importe. Mais vous ne le posséderez pas. Nous vous laisserons l'utiliser selon vos besoins, mais si vous payez les frais. Ensuite, bien sûr, il parle du Great Reset et du concept du Build Back Better. Je veux dire, le pointer comme d'une chose subtile. Je ne pense pas que ce soit trop subtil, en fait. Mais le Great Reset implique de repartir de zéro. Quand, par exemple, vous remettez votre horloge à zéro, ou un compteur à zéro, il repart à zéro. Et puis, vous atteignez ce que vous êtes en train de faire. Vous remettez à zéro et vous recommencez à nouveau. C'est ce que souligne l'expression « build back better ». Reconstruire en mieux implique que tout ce à partir de quoi vous allez reconstruire est maintenant réduit en cendres. Je ne sais pas pourquoi plus de gens ne saisissent pas ça. Mais vous savez, si votre maison brûle, c'est un événement tragique quand ça arrive. Vous perdez tout, vos photos, vos souvenirs et tout. Et quand votre maison brûle, vous êtes déprimé pendant 1 an. Vous obtenez finalement votre indemnité d'assurance. Vous vivez n'importe où, dans une location ou autre pendant un certain temps. Et à la fin de l'année, quand vous avez reçu votre indemnité, vous vous dites, eh bien, nous allons construire une nouvelle maison. Vous dites à votre femme, chérie, nous allons construire une nouvelle maison, mais réjouis-toi, parce que cette fois, nous allons reconstruire en mieux. C'est ce qu'on dit. Quand l'espoir revient, on va reconstruire en mieux. Donc, toute l'idée, tout l'état d'esprit du Forum économique mondial, qui a fait de la propagande au monde entier ces 2 dernières années en particulier, nous donne un signal clair, comme Benioff l'a dit au début de cette présentation, le capitalisme est mort. Klaus Schwab dit exactement la même chose. Nous avons besoin d'une grande réinitialisation. Nous devons réimaginer tout ce que nous faisons. Je ne sais pas comment vous imaginez le monde, mais cela n'a aucun sens. Mais dire ensuite que l'on va reconstruire en mieux sur ce qui a été brûlé est un indicateur très sérieux. À mon avis, ces gens ont l'intention de détruire le système économique actuel pour le remplacer par un autre système. Celui du développement durable, qui est, je crois, la technocratie. Ceci étant dit, laissez-moi vous donner une définition très très rapide, la plus rapide possible de ce qu'est la technocratie. C'est tiré du magazine Technocrat en 1938. C'est leur déclaration. Ils ont dit « La technocratie est la science de l'ingénierie sociale, le fonctionnement scientifique de l'ensemble du mécanisme social pour produire et distribuer des biens et des services à l'ensemble de la population. » Telle était leur analyse scientifique à l'époque. Ils ont poursuivi en disant, dans le même article, « Il n'y aura pas de place pour la politique, les politiciens, la finance ou les financiers. Il s'agira d'un contrôle direct sur toute l'activité économique. Il n'y aura pas besoin de discussion parce qu'ils croient que leurs positions sont si justes, ils peuvent simplement les dicter à toute l'humanité et l'humanité suivra. » Et cela continue en disant que la technocratie se répandra par le biais du certificat de distribution disponible pour chaque citoyen de la naissance à la mort. Nous pouvons voir des allusions à cela dans les discussions d'aujourd'hui sur le développement durable et ce que font les Nations Unies et le Forum économique mondial. C'est exactement ce qu'ils sont censés faire, répartir par le biais d'un certificat de distribution donné à chaque citoyen de la
la naissance à la mort. Donc la technocratie, et je tiens à le répéter, est selon eux le seul système économique alternatif dans l'histoire du monde. J'ai étudié cela, j'ai passé au crible certains documents dans les endroits où je pouvais consulter dans les bibliothèques. J'ai parlé à des gens, quels que soient les historiens, il n'y a pas d'autre système économique. Même si Angela Merkel, par exemple, a dit à Davos en 2020 qu'il y a beaucoup de systèmes économiques différents que le monde a connus, elle a tort. Il n'y a pas d'autre système économique qui ait été conçu à partir de rien, à l'exception de la technocratie. Et comme cela a été fortement documenté à l'Université de Columbia en 1932, et à partir de là, en fait, on peut remonter avant cela. Mais cela s'est cristallisé en 1932. Donc la technocratie s'est transformée en doctrine du développement durable. Il y a eu beaucoup d'autres synonymes maintenant qui parlent d'un Green New Deal, d'une économie verte, d'un capitalisme participatif, d'une croissance intelligente, d'un agenda 21, l'agenda 2030, etc. Ils font tous référence à la même chose, un système économique basé sur l'allocation de la gestion des ressources, où ils contrôlent et où ils possèdent toutes les ressources et les gens du monde ne possèdent pratiquement rien. Et c'est pourquoi Klaus Schwab peut dire, j'en suis certain, voilà pourquoi il peut dire vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bien sûr. Peut-être qu'il parle juste à son collègue, je ne sais pas. Mais quelqu'un va posséder, par contre. Quelqu'un va être très heureux. Retournons dans les années 1930. C'était la vision caricaturale de la technocratie. Je veux vous laisser avec cette dernière image. C'est ce que les journalistes et la société de l'époque, vous savez, les caricatures reflètent ce qui se passe dans l'esprit des gens. C'est ce que fait un bon caricaturiste. Et c'est ainsi qu'ils se représentaient la technocratie, qu'ils y faisaient allusion à l'époque, qu'ils rejetaient, Dieu merci, à l'époque. Mais ils ont compris ce que la technocratie ferait. Et je me fiche du nom que vous lui donnez aujourd'hui. Vous pouvez l'appeler l'homme et la lune si ça vous chante. C'est un système économique basé sur les ressources, géré scientifiquement, incluant les gens dans le monde, géré scientifiquement avec l'ingénierie sociale. Tous ces trucs qu'il prévoyait prendraient fin et la société serait totalement détruite. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Ce n'est pas un système économique bienveillant et bénin qui va résoudre les problèmes du monde. Nous finirons par arriver à la même conclusion qu'eux dans les années 30 avec cette caricature. Voilà à quoi ça va ressembler si on laisse faire. Cela dit, alors je ne sais pas si j'ai atteint mes 20 minutes, mais je me rends, je capitule et je passe le relais à l'orateur suivant. Merci Patrick. C'est à la fois impressionnant et choquant. Mais cette image que vous montrez, cette dernière image, je pense qu'elle dit tout. On dit toujours qu'une image en dit plus que 1000 mots. Et cette fois, c'est vraiment le cas. Elle devrait tous nous effrayer. Nous pouvons maintenant passer aux questions, car notre prochain invité aurait dû être Edward Dowd, qui ne pourra pas nous rejoindre ce soir, mais probablement plus tard. Ed Dowd était censé nous expliquer ce qu'il se passe à Wall Street, avec deux actions particulières, Moderna et Pfizer. Les deux sont sous une énorme pression. Nous avons donc, d'un côté, les soins de santé que Moderna et Pfizer représentent, et de l'autre, le système financier. Pourquoi ces actions sont-elles sous pression ? Eh bien, c'est parce que, comme nous l'avons appris hier, lors de la séance d'hier de l'enquête du grand jury, il se trouve que Pfizer, les essais de Pfizer par exemple, sont une énorme fraude. Et c'est en train de sortir. C'est en train d'être exposé en ce moment même. C'est la raison pour laquelle les actions sont sous pression. Ed Dowd expliquera plus tard pourquoi cela a la capacité de faire chuter non seulement l'industrie pharmaceutique, mais l'ensemble du marché, l'ensemble de l'industrie financière. Nous y reviendrons plus tard. Mais pour l'instant, avant de passer aux questions, jetons un coup d'œil à une très courte vidéo qui a été filmée par Project Veritas avec une caméra cachée. C'est une interview. C'est une interview avec un cadre de la FDA du nom de Chris Cole. Elle ne dure que 2 minutes.
Biden wants to inoculate as many people as possible. So you have to get an annual shot. I mean, it hasn't been formally announced yet. So they don't want to rile everyone up. The drug companies, the food companies, the vaccine companies, they pay us hundreds of millions of dollars a year to hire and keep the reviewers to approve their products. If they can get every person required at an annual vaccine, that is a recurring return of money going into their company. So how do you know it's already getting approved? Well, they're not going to, just from everything I've heard, they're not going to not approve it. I think what's going to happen is it's going to be a gradual thing. Schools are going to mandate it. Why do they need the third one? Well, the same reason that you or I would need the third one. So the 3 will bolster your system. And then there will be an annual, eventually an annual, just like the flu shot. For the toddlers? Well, for everyone. Okay, so the toddlers too then. We'll have to get it annually. Okay. I don't completely agree with the process. What do you mean you don't agree with the process? Well, I mean, they don't have all the tests aren't there. So I agree with the thing that it is important to inoculate them. But you can't provide the parent as much a surety as you normally want to. It's an EUA for all age groups, all designations, and then you have to get approved by specific age groups based on the study. Do you think that's really an emergency for the toddlers? Well, they're all approved under an emergency. The efficacy data doesn't have to be as high. The standard is on emergency use authorizations is that it does more benefit than harm. I thought their cases weren't that high for 6 month to 4-year-olds. They're not, but because it's related to COVID, it's under that approval process. Que pouvons-nous retenir de cela? Il y a un parallèle qui peut être dressé entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a 12 ans, au moment de la crise Lehman Brothers, la crise du logement, qui s'est transformée en crise économique mondiale. À l'époque, l'industrie bancaire et financière, ou plus exactement la mafia financière, créait des prêts sans valeur. Mais pourquoi faisait-il cela? Des prêts étaient accordés à des personnes qui ne seraient jamais en mesure de les rembourser, en vue d'acheter leur maison, ce qui a abouti à des villes fantômes, car plus personne n'en voulait. En fait, le but n'était pas qu'ils soient remboursés. La seule chose qui les intéressait était de créer des prêts, qu'ils transformaient ensuite en titres, puis qu'ils vendaient à des banques européennes, à des investisseurs allemands stupides, diraient certains. De nombreuses banques allemandes étaient impliquées. Ils ont vendu ces titres, qui étaient censés être des placements sûrs, à de petites dames âgées, convaincus que cela leur rapporterait un revenu supplémentaire pour leurs vieux jours. Comment cela a-t-il pu se produire à l'époque? Parce qu'il y avait un tiers de confiance, un tiers qui a approuvé ces titres, disant qu'ils étaient formidables, que c'était un bon investissement. Et ce tiers, c'était les agences de notation. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Il y a ces vaccins qui, comme nous l'avons vu, ne fonctionnent pas et sont extrêmement dangereux. Comment cela s'est-il produit? Encore une fois, via un tiers de confiance, qui est cette fois la FDA. Que font-ils? Ils sont payés par l'industrie pharmaceutique, par les personnes mêmes, par les entreprises mêmes qu'ils sont censés surveiller, et dont ils doivent nous protéger si quelque chose ne va pas. C'est pourquoi nous avons montré cette vidéo. Je vous en prie, posez vos questions. J'en ai quelques-unes de mon côté, mais je vous laisse commencer. Votre micro est éteint, Dexter. Merci beaucoup, Rainer. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Wood, pour votre excellente présentation. D'après celle-ci, d'après le témoignage que vous venez d'apporter, il est désormais clair, le jury peut tout à fait le percevoir, que nous sommes confrontés, l'humanité est confrontée, à 2 paradigmes antagonistes. D'une part, le développement durable
la technocratie et d'autre part le capitalisme lui-même. Merci d'avoir éclairci cet aspect. J'aimerais avoir votre avis, monsieur, sur l'hypothèse qu'il s'agisse d'une convergence d'intérêts. Je crois que de nombreux membres du jury connaissent bien le Forum économique mondial, la 4e révolution industrielle. Étant donné que cela apparaît au premier plan régulièrement, j'aimerais que vous expliquiez aux membres du jury ce qu'il en est de cette 4e révolution industrielle et comment est-ce lié au Covid-19. En fait, il s'agit de l'offensive frontale à mon avis, mais permettez-moi de revenir en arrière juste une seconde. Au cours des 20 dernières années, nous pouvons identifier des faux départs de cette offensive totale. Il y a eu des moments où l'on aurait dit que quelqu'un essayait de pousser pour déclencher quelque chose. Le réchauffement climatique en est un bon exemple, notamment. Mais ils se sont essoufflés avec ce narratif parce que tout le monde a compris qu'il n'y avait rien là-dessous. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, les mêmes personnes qui poussaient l'urgence climatique ont embarqué dans le narratif Covid-19. Les mêmes universités, les mêmes modèles informatiques pourris, les mêmes types d'analyses qui ont été utilisés pour prédire la fin imminente du monde et notre mort certaine, ce genre de choses. Nous pouvions donc voir que cette offensive frontale était recherchée, programmée pour se déclencher, je dirais depuis 10 ou 15 ans peut-être, au moins, depuis la période 2007-2009, qui en était un parfait exemple. Mais pour tout un tas de raisons, le capitalisme a la peau dure jusqu'à ce qu'enfin, ils aient suffisamment d'emprise pour réussir leur coup, ce qui, à mon avis, a été le cas à plusieurs niveaux en 2020. Je me demande si le Covid-19 ou les vaccins sur lesquels nous penchons en ce moment ne sont finalement pas que des accessoires, juste les moyens d'atteindre un objectif. Cela aurait pu être autre chose. S'ils avaient réussi à vendre le réchauffement climatique au monde entier pour embarquer dans le développement durable, ils s'en seraient tenus là. Mais ça n'a pas fonctionné. Il leur fallait autre chose, quelque chose de plus dramatique. Ce qui manquait avec le réchauffement climatique, c'était des cadavres dans les rues. Les ours polaires n'étaient pas en train de mourir comme ils nous l'avaient dit, et ils se sont rendus compte, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ils se portent très bien. Il y a plein d'ours polaires au pôle Nord. Mais avec le Covid-19, désormais, il y a des cadavres dans les rues, dans les hôpitaux, dans les morgues, partout. Alors les gens disent qu'ils connaissent des gens qui sont morts. Ils s'exclament « Oh mon Dieu, tout cela est bien réel, nous allons tous mourir ». Et ça leur a permis de tout projeter, toute leur propagande répugnante, afin qu'elle imprègne les esprits. Et c'est ce qui s'est produit. Ils ont fait paniquer le monde entier. C'était une panique particulière cette fois-ci. Si bien que des gens ont posé la question « Attendez, comment le monde entier peut-il se mettre à paniquer simultanément ?» Eh bien, via l'ONU, les Nations Unies avaient fait le tour de tous les pays du monde au préalable et leur avaient fait signer des accords qui les engageaient à faire certaines choses dans le cas où l'Organisation mondiale de la santé déclarait une urgence. Ainsi, quand cette urgence a été déclenchée, l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies, dans leur ensemble, ont adressé des recommandations à tous les pays du monde. Rappelez-vous, vous aviez accepté de signer. Donc ce que vous devez faire maintenant, c'est suivre nos directives. Et ils ont annoncé « Oh mon Dieu, c'est une pandémie !» Et ils ont généré la peur. Et c'est ainsi que tout d'un coup, les mêmes mesures commencent à se répandre à travers le monde comme une traînée de poudre. Tout d'un coup, tout s'arrête littéralement. Le sujet du virus est important. Le vaccin est très important, primordial même. Mais je veux juste montrer la situation dans son ensemble. Cela aurait pu être autre chose qui leur permette d'atteindre leur objectif. Car tout ce qui compte pour eux, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Cette ligne d'arrivée consiste à imposer le développement durable et à aligner le capitalisme afin qu'il puisse posséder et contrôler l'ensemble des ressources du monde, peu importe comment ils y parviennent. Merci beaucoup pour ces explications. Il y a une continuité, on peut le percevoir sur la base des preuves que vous venez de donner,
une corrélation directe entre la 4e révolution industrielle et le Covid-19 aujourd'hui. Vous l'avez montré très clairement. Ce que nous voyons n'est rien d'autre que le moyen de parvenir à une fin. Ils disposaient de nombreuses autres cordes à leur arc, mais ils ont finalement décidé que c'était celle-là, la bonne, celle qui serait mise en œuvre. Nous en revenons donc à ce que vous avez présenté. C'est un cadre plus général, c'est également une convergence d'intérêts. Permettez-moi de relire encore une fois ceci. Il s'agit de ce que M. Klaus Schwab a écrit, car cela va dans le sens des preuves que vous venez de présenter. C'est-à-dire qu'une pandémie, je cite, représente une fenêtre d'opportunité à la fois réelle et étroite pour penser, réimaginer et réinitialiser le monde. Rien qu'en lisant cela, selon moi, il s'agit d'une indication claire qu'effectivement, c'est bien le cas et qu'il y a bien une corrélation directe évidente entre la 4e révolution industrielle d'une part et le Covid-19 d'autre part. Merci, monsieur. Tout à fait. Souhaitez-vous développer mon propos ? Je dirais que si je me réfère au livre écrit par Zbigniew Brzezinski en 1970, intitulé « D'une époque à l'autre, le rôle de l'Amérique dans la révolution technocratique », il appelait de ses voeux cette 4e révolution industrielle. C'est sa position, sa vision. En d'autres termes, c'est un peu comme une chauve-souris qui distingue tout dans la vallée jusqu'au sommet de la montagne, jusqu'à l'autre versant. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je pense que de très nombreux écrivains et scientifiques ont décrit comment cela, probablement au fil des ans, a été très bien assemblé. La 4e révolution industrielle, c'est la scientification de la planète essentiellement. Désolée pour ce néologisme, je ne sais pas s'il est exact, la scientification. C'est la scientification de l'ensemble de la planète. C'est la science qui dirige et régit tout. Les données qui dirigent et régissent tout. Les opinions des gens, les systèmes politiques que nous avons créés pour modérer nos sociétés deviennent dénués de sens, stupides, ignorants. Peu importe le nom qu'on leur prête dans leur esprit. Ils veulent prendre le contrôle direct et imposer à chacun ce qu'il doit faire. C'est ça la 4e révolution industrielle. Et Klaus Schwab est plutôt clair à ce sujet. Merci beaucoup pour vos réponses et vos réflexions vis-à-vis de mes propos. Là où je veux en venir, une fois de plus, c'est rappeler au jury, au public, que nous parlons ici de lois naturelles et d'après votre présentation, je dirais qu'il y a désormais des preuves solides que quel que soit le système qu'ils veulent mettre en place, la technocratie, cela va à l'encontre de la loi naturelle. Et la loi naturelle, ainsi que nous l'affirmons, correspond essentiellement à la souveraineté de son propre corps et au droit de prendre certaines décisions comme le bien fondé de détruire le capitalisme. Les 9 procédés que vous avez énoncés donnent selon moi une autre preuve évidente que cela rentre en conflit direct avec la loi naturelle. Souhaitez-vous commenter cet aspect, monsieur ? Vous avez tout à fait raison. Tout ce qui est lié à ce dont nous parlons aujourd'hui est un affront à la loi naturelle, complètement. Ce n'est pas seulement... Il n'existe pas de mot adéquat pour le décrire. C'est la mort de la loi naturelle. Je l'ai démontré dans mes livres à de multiples reprises, dans mes 2 livres récents sur la technocratie, la montée de la technocratie et le long chemin vers l'ordre mondial. Ils ont la certitude de défendre la meilleure voie possible, soutenue par la science, et par conséquent, il n'y a même pas besoin d'en discuter. C'est le comble de l'égocentrisme. C'est le comble, permettez-moi l'expression, d'un état pathologique. Quand quelqu'un croit dur comme fer qu'il détient la vérité absolue, que l'on n'a pas d'autre choix que de lui obéir, cela dépasse l'entendement. Et c'est pourtant ce que ce groupe de personnes est en train de faire en ce moment. Quand quelqu'un comme Marc Benioff déclare « Le capitalisme est mort », alors qu'il dirige une seule entreprise, qui est-il pour être habilité à déclarer au monde entier que le capitalisme est mort ? Et ne vous méprenez pas sur ces propos. Le capitalisme pose effectivement des problèmes. Uniquement par la présence de mauvais acteurs dans le jeu, je serais tenté d'ajouter. Mais il pose effectivement des problèmes qui méritent d'être corrigés. Cela pourrait être fait, mais ils ne vont même pas essayer de le faire. Ils veulent instaurer un nouveau système dans le but précis d'accaparer les ressources du monde entier et nous les arracher des mains pour les mettre entre les leurs.
jusqu'à ce que nous soyons réduits à une sorte de nouvelle société féodale où ils posséderont tout, tandis que nous autres, nous croupirons dans l'arrière-cour en élevant quelques cochons, en cultivant un peu de maïs, etc., tout en espérant de ne pas se faire éjecter. Ce n'est pas le monde pour lequel nous, le peuple, avons voté. Ce n'est pas le monde qu'ils nous ont proposé avant qu'ils ne le mettent effectivement en place. Et maintenant, ils nous racontent que c'est merveilleux, bienveillant et inoffensif, que nous devrions juste les suivre comme on suit un joueur de flûte qui souffle dans son instrument et que tout le monde connaît depuis l'histoire des enfants et des rats et que nous devrions suivre vers la destruction. Nous voyons à travers leur jeu désormais que c'est une vaste opération d'enfumage qui est mise en œuvre depuis des décennies. Nous commençons à le voir. Les gens commencent à le voir. Ce n'est pas pour le bien de l'humanité, ce n'est pas pour l'humain, ce n'est pas pour la dignité humaine. Il s'agit d'écraser l'esprit humain. Rien que ça suffit à considérer que c'est mal. Peu importe les mesures qu'ils nous présentent. Quiconque nous impose ce genre d'attitude doit immédiatement être mis hors jeu. Il y a des solutions alternatives. Merci. Ne voyez-vous pas également un lien avec les fintechs? Parce que d'après les éléments dont vous disposez, nous embarquons vers la blockchain, la monnaie numérique et la surveillance totale. Donc, bien évidemment, tout cela va par essence et particulièrement la surveillance totale à l'encontre de la dignité humaine. Partagez-vous ce point de vue? Oui, parlons de la propriété privée. Les Occidentaux ont le droit de jouir d'une propriété privée. Cela a été sérieusement mis à mal au cours des 20 dernières années, mais c'est ce qui a rendu le système économique si formidable, il faut le dire. Il ne s'agit pas tout à fait de la propriété dont ils parlent, ça n'en représente qu'une partie. Le niveau supérieur de la propriété, c'est votre propre personne, votre propre corps. Alors le problème apparaît immédiatement. Lorsque l'on prétend que notre corps nous appartient, car ça ne colle pas avec leur philosophie qui dit « Non, ton corps nous appartient. Nous en sommes convaincus et nous allons l'obtenir d'une manière ou d'une autre. » Et même au-delà, vers quel niveau peuvent-ils encore pousser leur emprise? Tout simplement avec ce qu'il y a dans votre esprit. Nous voulons également ce que vous avez à l'esprit. Nous voulons vous enlever votre capacité à penser et à raisonner jusqu'à votre propre analyse critique d'un problème, quel qu'il soit. Le tout pour votre bien, pour votre propre santé. Cela va tellement plus loin que ce que l'on se représente de la propriété privée, comme posséder une voiture ou tout autre objet matériel, ce genre de choses. Si l'on descend au stade ultime de la perte de la dignité humaine, c'est abandonner la maîtrise de ses pensées et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent s'assurer que votre esprit soit rempli de leurs propres croyances. Ils veulent recabler votre esprit, de sorte que vous pensiez de la même manière dont ils désirent que vous pensiez. C'est le mal à l'état pur. Selon moi, personne n'a le droit de faire ça à quelqu'un d'autre, à n'importe quel autre être humain sur Terre. Je me fiche bien de qui vous êtes. Vous n'avez juste pas le droit de faire ça. Même un criminel, vous pourriez objecter. Pourquoi pas sur un criminel? Mais non, vous n'avez toujours pas le droit de faire ça. Il y a d'autres manières de s'y prendre, mais pas en expérimentant 1984 sur lui en demandant combien de doigts je montre ou quelque chose de la sorte. Merci beaucoup, Monsieur Wood. Pas d'autres questions pour moi. Patrick, est-ce que j'ai bien compris? Que ce soit le corona ou le réchauffement climatique, ce ne sont rien d'autre que des outils de fausse alarme pour plonger la population dans la panique, afin qu'elle finisse par faire ce qu'on lui dit. Oui, permettez-moi cependant d'apporter un bémol en ajoutant qu'il y a d'autres objectifs aux injections d'ARN messager. Nous en reparlerons la semaine prochaine, je pense. C'est une facette très importante également de l'ensemble. Pourquoi injecter de l'ARN messager dans le bras des êtres humains à ce stade de l'histoire? Je pense qu'il y a un enjeu très important là-dessous qui a son rôle. Et en fait, je vais le formuler ainsi. La technocratie requiert également la restructuration de la société au sens large, tout comme le transhumanisme pour les personnes qui vivent dans cette société. Vous saisissez ? C'est une sorte d'ensemble à deux volets. Pourquoi voudriez-vous initier une 4e révolution industrielle et la remplir de personnes de l'ancien monde? Cela ne va pas marcher. Les viticulteurs savent bien que l'on met un nouveau vin
dans des jarres neuves et non l'inverse. Donc, dans leur esprit, et le Forum économique mondial est très transparent là-dessus, ils parlent de transhumanisme et de la fusion de la technologie avec la condition humaine pour créer un humain augmenté, une humanité augmentée. Certains l'appellent même l'humanité H+, 2.0, etc. Et leur idée sous-jacente est de transférer ces individus désormais augmentés et génétiquement modifiés dans ce nouveau monde technocratique réinitialisé qu'ils sont en train de mettre en place. Donc d'un côté, oui, il s'agit d'un moyen, dans le sens où cela ouvre la voie au développement durable. C'est d'ailleurs l'unique option qui est offerte. On n'entend jamais parler de plan B. Il n'y a aucune alternative en dehors du développement durable. Et qui verrouille cela ? Le Forum économique mondial, de mèche avec les Nations unies. Ils ont tout compris, affirme-t-il. Il y a donc plusieurs axes qui se recoupent là-dessous. C'est là que je veux en venir. Ce n'est pas simplement au point que l'on puisse dire « voici le tableau complet ». Il y a de nombreuses autres choses qui ont embarqué en même temps, ce qui nous amène à penser que tout cela était un événement de l'histoire très soigneusement scénarisé et orchestré, un événement de l'histoire humaine dont un autre intervenant va parler, je n'en doute pas. Virginie? Merci, monsieur, pour votre témoignage et votre expertise. De mon côté, je me concentre exclusivement sur la responsabilité. Vous avez évoqué Brzezinski, qui est célèbre pour sa théorie du chaos contrôlé. Vous dites également qu'il est étroitement lié au Rockefeller. Peut-on affirmer qu'ils sont derrière tout cela? Derrière la théorie du Tititainment qui a été exposée en 1955, il semble que ce soit toujours les mêmes personnes qui sont derrière ces théories, qu'ils ont eux-mêmes créées dans leur coin et sans le consentement du peuple. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. C'est quelque chose de très élaboré, mais qui s'est complètement fissuré. Il y a un nombre limité de personnes derrière tout ce concept depuis le premier jour. En 1973, Rockefeller incarnait le secteur bancaire. Il était président de la Chase Manhattan, plus précisément la Chase Bank à l'époque, l'actuelle JP Morgan Chase. Et sa famille était, comme chacun sait, dans le secteur pétrolier avant même les années 1900. Il faisait partie de cette élite financière mondiale contre laquelle nous luttons aujourd'hui, avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les banques centrales, jusqu'à la BRI, la Banque des règlements internationaux. Ce groupe de personnes, Rockefeller inclus, jouait un rôle central dans les comités internes de la Banque des règlements internationaux, par exemple. Ils ont créé la réglementation monétaire applicable au monde entier. Ils ont créé la réglementation économique applicable au monde entier. Et nous voyons la même élite aujourd'hui. À l'époque, quand ils ont créé la commission trilatérale, pour vous restituer ça dans le contexte européen, Rockefeller et Brzezinski se sont rendus en Europe en 1972 pour venir rencontrer le groupe Bilderberg, qui se réunissait en Europe, afin de lancer un ballon d'essai, afin de voir si ça pouvait marcher là-bas également. Parce qu'ils étaient en terrain inconnu. Ils ne voulaient pas juste venir pour appliquer leur plan. Ils sont venus dans une démarche de collaboration et ont posé des questions aux personnes qui assistaient à la conférence Bilderberg, à peu de choses près l'équivalent des membres du Forum économique mondial actuel. Et ils ont donné leur totale approbation. La littérature le reconnaît aujourd'hui. Ils ont complètement approuvé. Allez-y, nous vous soutiendrons. Ils n'étaient pas les seuls. Il n'y avait pas que les 300 participants du premier jour de la commission trilatérale. Ils n'étaient pas les seuls dans le monde à être impliqués là-dedans. Il y avait d'autres personnes autour, à l'extérieur, qui disaient « D'accord, vous autres, vous êtes comme des forces spéciales Navy Seals, pour employer un terme américain. Et pour nous, vous allez établir une tête de pont et nous serons juste derrière vous avec l'armada de canons, de bateaux, etc. Pour conquérir tout ce qu'il reste à conquérir. » Et c'est ce qu'il s'est produit au fil des ans. Mais c'était quelque chose de nouveau à l'époque.
l'époque. Cela a été conçu dans les cercles de l'élite bancaire. Ça paraît évident. Mon co-auteur dans les années 1970, le professeur Anthony Sutton, a écrit des livres à ce sujet qui ont été à la fois censurés d'une part et largement plébiscités d'autre part. Il a écrit sur le rôle de Wall Street, par exemple, dans l'accession d'Hitler au pouvoir, sur les liens entre Wall Street et la révolution bolchevique, ou entre Wall Street et le suicide national des États-Unis. Il a fait des recherches et a écrit sur ces sujets. Ce sont les mêmes personnes. Dans un certain sens, vous pouvez identifier le même mode opératoire de cette élite bancaire. Ils courent toujours après cette vieille marotte, la domination mondiale, Rockefeller, soit dit en passant, même si personne n'était en mesure de lui poser la question, il avait compris qu'à cause du découplage qui venait d'être décidé entre l'or et la monnaie, notamment le dollar, en tant qu'expert monétaire, il savait qu'interviendrait un jour la fin des monnaies fiduciaires dans le monde. En même temps, n'importe quel élève de CM2 est en mesure de comprendre, avec une calculatrice et un morceau de papier, qu'il y aura fatalement une fin à la monnaie fiduciaire. Son dilemme était d'être l'un des banquiers les plus riches du monde. Dans ce cas, que faire quand l'argent disparaît, quand la monnaie disparaît? Que faire pour maintenir son emprise sur les leviers du pouvoir? Tout simplement, détenir les ressources directement. Si l'on possède les ressources directement, peu importe le type de système monétaire que l'on place au-dessus, cela n'a aucune importance, que ce soit des chips ou des abeilles indiennes. Ça n'a aucune importance. Quel que soit ce que l'on désigne comme monnaie à ce stade, si vous possédez tout le bois, toutes les fermes, tout le pétrole, le gaz, l'or, les minerais, le nickel, tout ce qui sort de terre, si vous possédez ces ressources et que personne d'autre ne peut en avoir, alors vous êtes au sommet du monde. Vous possédez tout et vous raflez la mise à tous les coups. Je crois que telle était l'idée des Rockefeller à l'époque. J'ai vu également ce qu'ont écrit d'autres personnes en Europe à ce moment-là, dont des participants aux conférences Bilderberg. C'était quelque chose de nouveau pour eux, parce que ça révélait en quelque sorte toutes les conséquences de l'économie basée sur la dette, le système bancaire tel qu'il était lorsque la Réserve fédérale a été créée pour la toute première fois, et lorsque les autres banques centrales du monde ont été créées. Toutes ces institutions étaient vouées à disparaître un jour. Ils étaient en train de jeter les bases de leur future conquête. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je voudrais poser une question en ce qui concerne les motifs et la chronologie de toute cette situation, de la pandémie. Pourquoi pensez-vous qu'il était particulièrement important de déclencher tout cela maintenant ? À l'époque, en janvier 2020, en fait, j'avais écrit qu'un coup d'État technocratique était en cours. C'était fondé sur mon observation que les gens qui poussaient le vent de panique initiale étaient les mêmes qui poussaient l'urgence climatique un mois auparavant. J'observais cela depuis longtemps. Et nous avons découvert plus tard, ça m'a immédiatement frappé, l'affaire de l'Event 201. Il est alors apparu que toute cette pandémie avait été très soigneusement scénarisée par ce groupe de participants à l'Event 201. Je pense qu'ils avaient cet agenda en tête depuis un certain temps déjà. Rappelez-vous de Christiana Figueres qui disait « Nous avons un agenda ». En 2015, je ne savais pas alors quel était cet agenda. Qui aurait pu le savoir? Nous n'avons pas la boule de cristal, mais le fait qu'elle ait annoncé avoir un agenda et que tout ceci se produise en 2020, assez peu de temps après, m'ont clairement convaincu qu'il s'agissait de cela. C'était juste une intuition en janvier 2020. Mais je pense que c'est largement prouvé maintenant. Quand vous considérez ce que pèse une organisation comme les Nations Unies, qui se dresse derrière nous pour obliger l'ensemble de la communauté médicale du monde à la suivre, cela révèle une débauche d'efforts humains
qui ne peut pas être le fruit de l'urgence du moment, pas plus qu'une ligue de football professionnelle qui se mettra en place en l'espace d'une semaine. Ces choses-là demandent des années de planification. Et je pense que ça faisait des années qu'ils préparaient cela. Si je devais parier, je dirais au moins à partir de 2015, quand Figueres a déclaré « Nous avons un agenda ». Cela sous-entend que cet agenda existait déjà quand elle l'a dit. Je ne sais pas exactement à quand ça remonte. Je n'ai pas trouvé d'éléments relatifs aux Nations Unies qui pourraient nous révéler jusqu'à quand ça remonte. Mais ils avaient bien un agenda pour nous faire sortir du capitalisme. Je pense que tout vient de là. Patrick, une dernière question peut-être. Si j'ai bien compris, la plupart des crises que nous avons subies, y compris celle-ci, y compris le réchauffement climatique, ont été mises en scène. Ai-je mal interprété vos propos quand vous avez évoqué la Grande Dépression? Celle-ci était-elle également organisée? Est-ce exact? Était-ce aussi orchestré, selon vous? Oui, je n'ai pas mené de travail de fond à ce sujet, mais puisque vous l'évoquez, en effet, je crois que la Grande Dépression a été organisée. La raison pour laquelle je le crois, c'est que des personnes ont étudié les activités de nos réserves fédérales à ce moment-là. Et ils se sont rendus compte que le grand krach de 2009, lorsque la base du marché boursier s'est effondrée, ce qui a produit ces images de personnes qui se défenestraient à Wall Street parce qu'elles avaient perdu leur fortune pratiquement du jour au lendemain, le grand krach de 2009 avait été provoqué par la Banque centrale qui avait retiré de l'argent du système économique alors même qu'il l'avait produit. Et tout d'un coup, elle a tiré la couverture à elle. Les liquidations forcées ont commencé à s'installer et se sont poursuivies parce que les gens avaient acheté à crédit. Lorsqu'ils ont tari le crédit, les gens ont dû vendre leurs actions et cela a provoqué une chute libre qui a entraîné le marché vers le fond. La dépression s'en est suivie et pour toutes les raisons que nous avons évoquées, j'ose affirmer qu'il s'agissait de l'une des principales attaques de ce siècle à mon avis. Ça n'a pas été la seule, mais c'était l'une des principales attaques qui ont eu lieu, comme l'a probablement été la Première Guerre mondiale ou encore la Seconde Guerre mondiale. Le professeur Anthony Sutton a abondamment écrit sur les deux. Nous trouvons plus ou moins à bord du même précipice aujourd'hui qu'en 1928. Je déteste faire ce parallèle car cela implique que ça peut vraiment mal tourner très bientôt. Mais en ce moment, nous vivons une manipulation des systèmes monétaires telle que nous n'en avons jamais vu précédemment dans l'histoire. Et à ce stade, l'unique question est le système bancaire va-t-il retirer la liquidité d'un coup, que ce soit par inadvertance ou consciemment, peu importe, mais si la liquidité est retirée du système, les prix s'effondreront. C'est une certitude économique. C'est une règle monétaire tellement solide que personne ne songerait à la remettre en question. Quand on enlève de l'argent du système, le système se met en tension. C'est juste une question de vitesse. Et si on le précède d'un bon effet de panique au préalable, ce sera bien pire que ce que ça aurait été sinon. Évidemment. Est-il exact qu'il s'agit toujours du même petit groupe de personnes, des mêmes familles, qui poursuivent leur but de domination du monde, dans leur mégalomanie, en commençant par voler nos biens et notre argent, avant de s'en prendre à notre propre corps, et même à notre esprit? Est-ce une analyse correcte? Je pense que oui. J'ai fini par comprendre que c'était un peu un raccourci de ce qui se passe réellement. C'est vraiment difficile d'en saisir tout le sens dans une si courte formulation, mais ce serait tout de même une description correcte. Il y a un groupe restreint de personnes tout au long de l'histoire qui essaient de conquérir et de dominer les autres. Et c'est ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Nous y avons été confrontés au cours des 150 dernières années, et c'est encore le cas
aujourd'hui, et malheureusement pour nous, je pense qu'ils sont extrêmement sournois. Et on connaît leur méthode. Ce nouveau scénario de pandémie, nous n'y avons jamais été confrontés à un tel niveau qu'aujourd'hui. Nous avions connu la grippe porcine ou d'autres choses comme le VIH dans lequel Anthony Fauci était impliqué. Nous avions connu d'autres choses au fil du temps à travers lesquelles on pouvait discerner qu'ils voulaient peut-être aller plus loin que ce qu'ils ont pu faire. Mais aujourd'hui, c'est un niveau supérieur. Où que l'on regarde, on voit le même petit groupe de personnes, et même au sein du Forum économique mondial, soit dit en passant, leurs membres correspondent environ, je pense, à un peu plus de 1000 sociétés à travers le monde. Ce ne sont pas toutes les sociétés qui existent dans le monde, il y en a bien plus de 1000. Alors pourquoi ne sont-elles pas impliquées ? Car il y a ces familles, ces entreprises, ces intrications avec des dirigeants qui siègent à plusieurs conseils d'administration et qui sont achetés pour créer la 4e révolution industrielle à leur profit. Ce sont eux qui peuvent clairement voir le projet. Et même au sein de ce groupe, nous l'avions déjà remarqué dans notre enquête sur ces ramifications, même au sein de ce groupe de 1000 sociétés, ou même à la Banque des règlements internationaux, avec leurs directeurs de banques centrales qui se réunissent tous au conseil d'administration. Il y a toujours un noyau dur dans ces groupes, dans ces réseaux. Le Forum économique mondial a un noyau dur, dont quelqu'un comme Marc Benioff, assurément, quelqu'un comme Angela Merkel, assurément, quelqu'un comme Klaus Schwab, sans aucun doute. C'est lui qui l'a initié. Il y a ce noyau dur qui prend les décisions pour tous les autres. Un noyau dur au maximum de 2 ou 5% des 95% restants, répétant ce que ces 2 ou 5% déclarent. C'est comme ça que ça se passe dans le monde de la banque. Comme vous le savez, le moindre claquement de doigts et tout le monde... il y a toujours un noyau dur qui contrôle l'ensemble. C'est un tout petit groupe. Heureusement, Klaus Schwab nous a donné une indication très importante, car il a dit qu'il n'y avait qu'une petite fenêtre d'opportunité. Refermons-la sur son nez. Et afin de bien comprendre pourquoi nous devons la refermer, nous allons visionner une séquence très courte, qui, à mon avis, est révélatrice de ce dont il s'agit. Je pense que parmi les intervenants de ce clip, la plupart ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils nous révèlent de grands secrets. Écoutons-les. They call it part of the fourth industrial revolution. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotions. The focus, as all of you know, today is on what's now called the Internet of Bodies, involving medical implants and other kinds of devices that go inside your body and all together with the Internet as a whole comprise the Internet of Bodies. The Internet of Bodies, or IOB, is actually an ecosystem. It's a bunch of devices that are connected to the Internet that contain software and that either collect personal health data about you or can alter the body's function. We think of the Internet of Bodies as this collection of all these devices as well as all the data that the devices are gathering about you. And in healthcare, it's Internet of Bodies has been around for quite a while. So the Internet of Bodies, imagine the power of AI. What is artificial intelligence? It's a way to automate computation and cognition. So we can now automate learning, perceiving, doing computation. It's a pervasive general purpose technology that will be used in all of our industries, that will come into our professional networks, our private networks, our schools, our industries and our offices. What I wanted to epitomize with the Internet of Bodies is this notion that we will be under assessment, we will be under measure of computation in every aspect of our lives in the future. From what you eat, who you date, what you buy on the internet, how much energy you use, but also what are your vital signs? How well are you doing in terms of health? What kind of specific genetic quirks do you have? What's your genome telling about your health, about your mental health, about how well you are doing, how well you are aging, what kind of disease you are susceptible to?
It has a bit of an Orwellian twinge to it. Well. Voilà donc l'opportunité dont ils parlent, quand ils disent qu'il n'y a qu'une petite fenêtre d'opportunité pour introduire tout cela. Refermons-la sur leur nez. J'ai une autre question. Étant donné que les choses sont déjà allées assez loin, pensez-vous qu'ils aient une sorte de plan B au cas où cela n'aboutisse pas? Par exemple, en générant de nouvelles peurs comme l'Ukraine ou comme d'autres choses que vous avez mentionnées, des problèmes de chaîne d'approvisionnement ou n'importe quoi d'autre qui puisse être fabriqué de toutes pièces. Supposons que ça n'aboutisse pas. Il semble difficile de revenir en arrière, de revenir à une sorte de normalité sans que les gens ne cherchent à comprendre, à voir ce qu'il se cache derrière. Avec cette impression que quelque chose s'est passé entre-temps, parce que la situation est complètement différente si l'on compare, par exemple, avec ce que nous pourrions appeler la tentative de la grippe porcine ou avec d'autres événements pour faire basculer les choses. Cette fois, c'est allé très loin. Et les masques sont tombés, si j'ose dire. Que pensez-vous qu'ils aient en réserve, une idée en particulier qu'ils pourraient mettre en œuvre sous peu? Cette fenêtre, leur fenêtre d'opportunité, va peut-être se refermer là-dessus, mais le danger, c'est que ces personnes ont un pouvoir immense. Ils ont beaucoup d'argent derrière eux et ils disposent d'immenses réseaux de personnes pour faire avancer les choses. Lorsque vous acculez un ours en colère, que vous lui tirez dessus et que vous le blessez, il ne reste pas acculé très longtemps. Ils ont les moyens de se retourner contre celui qui les a blessés, et de manière très vicieuse. Je pense que nous avons affaire à une entité extrêmement vicieuse, immorale, amorale, absolument criminelle, qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas subir la défaite dans tous les cas. Il s'agit donc d'un avertissement de ma part, personnellement, afin que nous restions toujours vigilants sur un éventuel changement de direction de cette ours en colère. Qui sait ce que cela pourrait être? Je ne vais pas spéculer. Il y a un certain nombre de choses que je garde à l'œil. Vous êtes probablement tous au courant de certaines d'entre elles, et vous les surveillez aussi, et elles vous inquiètent beaucoup, comme la guerre en Ukraine avec la Russie, etc. Peut-être cela arrivera-t-il, peut-être pas. L'Europe a déjà connu 2 guerres du fait de ces mégalomanes. Une de plus ne les dérangerait probablement pas plus que ça, s'ils restent hors d'atteinte. Qu'est-ce que ça peut faire? 1 demi-million de morts dans une guerre? C'est juste un petit détail pour eux. Ils ont provoqué la mort de beaucoup de gens dans l'histoire à cause des guerres qu'ils ont déclenchées. Ils n'ont même pas scié. Nous avons affaire à un adversaire très dangereux. Et la seule réponse, à mon avis, c'est peut-être encore de ne pas bouger. Nous devons dégager ces personnes des affaires publiques. C'est la clé. Nous ne pouvons pas dire qu'on va aller les tuer. Ce n'est pas la chose à faire. On ne peut pas juste aller tuer ces gens, sinon nous serions comme eux. Mais nous devons les exfiltrer de tous les lieux du pouvoir public, partout, dans chaque communauté locale, dans chaque province ou chaque État, dans chaque communauté nationale, dans les gouvernements nationaux, où qu'elles se trouvent. Ces personnes doivent être dégagées des postes de pouvoir public où elles peuvent dominer les autres et faire ce genre de choses. C'est peut-être impossible à faire, peut-être difficile, je n'en sais rien. Ce n'est pas mon domaine, mais je vois cela comme une solution. Le professeur Desmond, soit dit en passant, je sais qu'il s'est déjà exprimé, le résume comme suit. Il dit que face à la psychose de masse qui génère un bouc émissaire au sens large et des gens qui se transforment en Looney Tunes, la seule défense, dit-il, contre cette psychose de masse, c'est la liberté d'expression. Ça m'a épaté la première fois que j'ai entendu dire ça. La liberté d'expression. Je suis impliqué dans un mouvement pour la liberté d'expression ici en Amérique qui s'appelle Citoyens pour la liberté d'expression. Quand j'ai entendu ça, mes antennes se sont dressées. Et j'ai réfléchi sur ce qui faisait que lorsque le bouc émissaire est réduit au silence, c'est ce qu'il a dit, pas moi, lorsque le bouc émissaire est réduit au silence, le meurtre commence. Cela me donne à réfléchir, vraiment. Nous devons donc garder les lignes de communication ouvertes, comme vous le faites ici avec cette audience. Garder les lignes de communication ouvertes et refuser de se taire.
peu importe ce que l'on vous dit, vous allez vous taire, on va vous censurer, vous bannir de nos plateformes, on va vous faire ceci, cela. En Chine, ils font juste disparaître les gens, ce qui n'est pas le cas ici, heureusement, ni en Europe, je pense. Mais nous ne devons jamais, jamais nous taire, pas une seule fois. Ce n'est pas une option. Nous devons continuer à parler, peu importe à qui nous parlons. Il faut maintenir le dialogue ouvert. Cela semble être un très bon conseil. Merci beaucoup, Patrick. Restez avec nous. Bien sûr, et j'ai hâte de correspondre avec n'importe lequel d'entre vous. Vous avez mon adresse email. Je sais que nous avons déjà échangé. J'aimerais beaucoup parler à n'importe lequel d'entre vous de n'importe quoi, entendre ce que vous avez à dire et contribuer également. Je vais rester à écouter la suite aujourd'hui. Merci beaucoup.